Poursuivons notre série d'auditions dans le cadre de la commission d'enquête TikTok et nous avons donc le plaisir d'auditionner Monsieur Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir, accompagné de Monsieur Raphaël Bartlom, responsable du service juridique. Bienvenue à vous deux, messieurs. Monsieur Bazot, vous êtes à la tête de cette association depuis 2003. Vous êtes également membre de l'exécutif du Bureau européen des unions de consommateurs, le BEUC. En février 2021, l'UFC Que Choisir et le BEUC ont porté plainte contre TikTok devant la Commission européenne et le réseau des autorités de protection des consommateurs. Dénonçant des infractions aux droits des utilisateurs, vous réclamiez une enquête à l'échelle européenne et nationale sur les pratiques de TikTok et demandiez qu'une décision contraignante soit prise par les autorités de protection des consommateurs concernés pour mieux informer les consommateurs sur sa politique et son modèle économique. Parmi vos principales critiques, vous insistiez notamment sur les techniques publicitaires agressives ciblant les mineurs et sur certaines clauses contractuelles de TikTok pouvant être considérées comme trompeuses pour les consommateurs. En juin 2022, TikTok s'est engagé auprès de la Commission européenne à mettre ses pratiques en conformité avec les règles de l'Union européenne en matière de publicité et de protection des consommateurs. Les autorités nationales de protection des consommateurs sont chargées de suivre la mise en œuvre effective de ces engagements. Des procédures sont en cours dans plusieurs pays européens, notamment en Italie où une enquête a été lancée en mars 2023. Vous pourrez sans doute nous en dire un mot. Par ailleurs, ayant décortiqué le fonctionnement de TikTok du point de vue de l'utilisateur, vous pourrez nous détailler les manquements que vous avez observés en matière de contrôle de l'âge, de politique de confidentialité, de publicité ciblée ou encore de contenu dangereux et de fraude. Je me dois de vous rappeler que cette audition est captée et retransmise en direct sur le site du Sénat. Et avant de vous laisser la parole pour un exposé liminaire d'une quinzaine de minutes, je vais procéder aux formalités d'usage pour les commissions d'enquête. Je dois ainsi vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible de peine prévue aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Et je vous invite tous deux à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Il faut peut-être le micro, du coup. Oui, le micro est branché. Pour la circonstance, c'est là, c'est bon. Il est allumé, là? Eh bien, je le jure. Je le jure. Ah, pardon. Merci. Eh bien, voilà, vous avez la parole, messieurs, pour une quinzaine de minutes. C'est celui-là. Madame la Présidente, messieurs, mesdames, messieurs, je voudrais déjà vous remercier d'auditionner mon organisation, l'UFC Que Choisir, qui effectivement, parmi ces nombreux sujets, travaille sur la problématique des réseaux sociaux et spécifiquement sur TikTok, qui a des pratiques et un profil un peu particulier par rapport aux autres réseaux sociaux. Donc vous l'avez dit, alors c'est une audition, on nous a fait parvenir une quinzaine de questions, certaines sont très techniques, très juridique. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité être accompagné de Raphaël Bartlomé, que vous avez présenté, qui est notre responsable juridique et qui suit ces affaires et qui pourra, en tant que de besoin, évidemment, répondre de façon plus précise, technique, au sujet qui nous anime. Et puis je vous avouerai qu'il y aura sans doute certaines questions qui n'auront pas de réponse de la part de mon organisation. C'est que Choisir n'a pas nécessairement réponse à tout. Et donc, je vous le dirai sans embâche, je vous dire qu'on n'a pas de réponse. Voilà. Alors, effectivement, nous avons une approche utilisateur, Association de défense des consommateurs. Je ne vous présente pas mon organisation et son objet social. Et donc, c'est vrai qu'on observe TikTok comme d'autres opérateurs sur la place, dès le départ en amont, dès le téléchargement de l'application telle qu'on la trouve dans les magasins, le Play Store, le Google Play, l'Apple Store. Dès ce stade-là, d'ailleurs, on peut déceler des manquements. Par exemple, et c'est tout récent, c'était dans le Google Play,
il était annoncé que cette application ne partageait pas ses données avec les tiers. Ce qui est faux. Donc on est intervenu, c'est le service juridique, Raphaël, qui a envoyé une lettre en disant, mais attendez, alors c'est pas de la responsabilité de Google, hein, c'est l'annonceur qui décrit ce qu'il est pour faire en sorte qu'on le télécharge. Et donc il y a un élément de rassurance qui était complètement faux. Et donc il a fallu une lettre, quand même, c'est dire l'attention qu'on doit porter, une lettre de dire attention, vous n'êtes pas dans les clous avec toutes les menaces qu'il peut y avoir derrière. Les professionnels savent que l'UFC Que Choisir mobilise toujours les outils du droit, les procédures, etc., en tant que de besoin. Et on a obtenu, grâce à cette lettre, déjà le fait de supprimer cette mention qui était fausse à ce stade, vous voyez, au tout début. Donc tout ça pour vous dire que voilà, on regarde dès le départ, jusqu'à évidemment, une fois que c'est téléchargé, les différents documents, les conditions générales, et puis ensuite comment ça fonctionne. On fait des tests en se faisant passer pour des usagers avec différents âges, et on voit en fonction de ce qu'on regarde ou regarde pas, parce que c'est une des particularités de TikTok, la réaction, après qu'est-ce qu'on va vous servir comme contenu. Voilà, on se met dans la peau du consommateur lambda en prenant plusieurs profils, voir comment ça fonctionne. Et c'est de là qu'on tire notre analyse, et ça on le fait depuis 3 ans, hein, qu'on regarde ce qui se passe. Et effectivement, on a décidé d'agir non pas individuellement, mais vu l'ampleur du phénomène, de travailler avec le BEUC, qui regroupe plus de 40 associations de consommateurs en Europe. Et là, on est parti avec, je crois, 18 au total associations qui avaient envie de s'investir sur ça. En introduction, quand même, signaler la singularité de cette application, de ce réseau social TikTok. Alors, c'est pas dans le désordre ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment les faits marquants. D'abord, le caractère extrêmement addictif. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont addictives, hein. Le sucre, il est addictif, etc. Mais là, c'est particulièrement prégnant parce qu'il y a une hyper-personnalisation, un tracking très fin de votre comportement. Et très rapidement, TikTok va savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous délaissez, etc. Et spontanément, on va vous alimenter en choses, en événements, en documents dont on a pressenti que c'était ça qui vous intéressait. Avec des formats, des vidéos qui sont des formats courts, ça veut dire qu'on ne va pas se lasser parce que c'est très rapide. Autre élément, c'est la facilité. C'est-à-dire que vous n'allez pas chercher quelque chose. J'emploierai la formule, on vous donne la béquille. C'est-à-dire que dès que vous ouvrez l'application, immédiatement, on va vous soumettre tout un tas de documents, de vidéos. Et puis vous scrollez, et puis bon, à un moment donné, vous vous arrêtez, et vous restez combien, 1 seconde, 10 secondes, 20 secondes, tout ça c'est analysé, comme je vous disais tout à l'heure, pour définir votre profil de personnalité. Et donc, c'est alimenté automatiquement, donc il y a une passivité. C'est pour ça que je parle un peu de gavage. Et on sait, excusez le parallèle, mais quand on gave des animaux, des canards, des oies, on sait qu'ils finissent par en prendre plaisir et que si on ne les gave plus, ils sont en manque. Bon. Là, c'est exactement ça. C'est ça le caractère addictif lié à cette facilité, cet enfermement finalement dans... on vous dresse un portrait robot qui est extrêmement fin. Et puis, la viralité, c'est-à-dire la viralité... quand vous subissez, vous scrollez, etc. Donc petit à petit, on va vous proposer les choses que vous aimez. Donc, le but, c'est de rester sur TikTok, évidemment. Hein, on est là en plein dans l'économie de l'attention. Il faut capter l'attention le plus longtemps possible. Et donc, on vous sert ce que vous êtes censé aimer et vouloir. Mais il n'empêche qu'il y a la logique de viralité. C'est-à-dire qu'on va, ici ou là, vous montrez à voir des vidéos qui commencent à faire le buzz, qui ont un certain succès, parce que ces vidéos, elles doivent étendre leur audience.
Et donc, on va vous en amener des nouvelles pour que vous veniez alimenter la communauté. Et ça vient un petit peu faire une distraction par rapport... Parce qu'il arrive à un moment donné, si on se rend compte que vous êtes en train de regarder comment on fait de l'isolation de la toiture, il arrive un moment, vous allez en sortir. Donc il faut aussi que petit à petit, ça reste distrayant. C'est une des forces de TikTok, c'est que c'est du divertissement. Et ça fait partie du succès qui se traduit par, vous le savez, hein, près de 15 millions d'utilisateurs actifs par mois en France, sachant que le profil il doit être à 72% d'utilisateurs qui ont moins de 24 ans. Voilà, on vous divertit en vous enfermant. C'est extrêmement facile, vous ne faites pas d'efforts. Voilà, fondamentalement, après il y a plein de choses à dire, les clés du succès considérable de cette application. Voilà un petit peu en préliminaire. Alors après, du coup, tout ça nous a conduit à vouloir dénoncer avec les collègues européens les principaux manquements. Et donc aller auprès de l'autorité européenne, qui est le regroupement, l'autorité, c'est la... Oh là, pardon, je croyais avoir coupé mon téléphone, et... Non, oh non, je suis pas parano, non, mais je suis pas... Et puis en plus, j'ai un BlackBerry, je crois que c'est un des seuls sur la place encore à avoir un BlackBerry. Enfin bref. Oui, donc le regroupement l'équivalent des DGCCRF qui sont dans chaque pays. Et donc il y a cette entité, c'est une procédure spéciale sur le plan européen. Et donc en gros, on avait quatre motifs tous ensemble de récrimination. Il y avait l'aspect classique qu'on connaît bien des clauses abusives. Je dis on connaît bien parce qu'en plus l'UFC Que Choisir fait partie de la commission des clauses abusives. Donc je ne vais pas vous faire toute la liste, hein, mais c'était sur ce fondement-là, des clauses qui étaient floues, un droit à réutiliser les contenus, alors que ça c'est formellement interdit. Ça doit être une clause noire, je pense, hein, donc qui est automatiquement voilà. Donc déséquilibre entre les droits et les obligations. Donc on avait tout un paquet législation clause abusive, on avait tout un paquet sur les PCT, pratiques commerciales trompeuses, et puis les pratiques commerciales PCD, déloyales, voilà. Donc, par exemple, sur tout ce qui est le process d'achat d'articles virtuels, hein, où après ça se transforme en argent, dans tout le process, il y avait des indications qui en réalité étaient trompeuses, du marketing caché, le fait qu'il y ait du placement de produits et qu'il n'y ait pas de visibilité sur ça. Donc, c'est une pratique soit déloyale, soit trompeuse. D'autant que l'enjeu, c'était que les destinataires, ça pouvait être des enfants. Donc j'allais dire presque circonstances aggravantes. Peut-être que juridiquement, c'est pas le bon terme. Mais en tout cas, pour nous, politiquement, le fait que ça touche des enfants, c'est aggravant. Le troisième volet, c'est un autre bloc de législation, c'est le RGPD, tout ce qui est données personnelles, avec des problèmes de visibilité sur... quelle collecte, quelle finalité, quel but. Et donc se trouvait posée la question de la pertinence du consentement. Parce que si on n'a pas une véritable visibilité de qu'est-ce qui est capté, aspiré et pour en faire quoi, comment est recueilli un consentement dans ces conditions. Donc il y a le volet du consentement. Et puis quatrième axe, ça concernait plus spécifiquement la protection des enfants contre les vidéos suggestives. Un mot pour ne pas dire que c'est essentiellement des vidéos de nature érotique, ou éventuellement pour ne pas dire plus. Donc voilà, ça c'était, pour faire court, mais évidemment le dossier complet pourrait vous être donné par notamment le BUC, ou si vous voulez aller plus loin dans
dans les incriminations, pas incriminations, mais sur les reproches et les fondements juridiques plus précis. Alors, vous demandiez, mais je ne sais pas si vous voulez poser des questions ou je peux dérouler, si les engagements, puisque la procédure s'est arrêtée, elle s'est arrêtée, et donc il y a des engagements qui ont été pris par TikTok. Est-ce qu'on est satisfait des engagements ou est-ce qu'ils sont respectés? Alors, par rapport au droit de la consommation stricto sensu, on peut dire que oui, les conditions générales d'utilisation ont été expurgées de ce qui était le plus critiquable. Et on a noté, pour faire simple, une amélioration des pratiques considérées comme trompeuses. Mais en réalité, le dossier pour nous est loin d'être clos, essentiellement sur le terrain du RGPD. Certes, ce que produit maintenant TikTok comme document, c'est lisible, c'est bien écrit, c'est fluide, mais en réalité, ça n'est pas compréhensible sur la réalité de ce qu'ils font, sur l'ampleur de la collecte. Quand on le lit, on est bercé par une douce musique hawaïenne, je dirais, mais on ne peut pas prendre conscience du fait que le principe de base du RGPD, qui est la minimalisation, voilà, c'est-à-dire on ne prend que le minimum des données. En réalité, la vraie réalité de TikTok, c'est qu'ils prennent un maximum de données. Et donc, par défaut, ils prennent tout. Alors que par défaut, ils ne devraient rien prendre, sauf à expliquer qu'ils prennent ci, qu'ils prennent ça. Là, quand on le lit, on ne se rend pas compte de la réalité de ce qu'ils font. Ensuite, il y a la question du signalement de contenu, du contenu critiquable qu'il faudrait supprimer. Une alerte d'un utilisateur. Donc ça, c'est après coup, c'est a posteriori, c'est ex post. Il y a quelque chose qui est publié et comment les utilisateurs peuvent réagir en signalant. Bon. On se rend compte que pour l'utilisateur, concrètement, c'est assez malcommode. On ne peut pas dire que ce soit mis en avant là, avec une grande facilité pour faire un signalement. Et donc, sauf à être un spécialiste, un redresseur de tort, un procureur, l'état d'esprit de certains utilisateurs, eh bien, la réalité fait qu'on ne va pas forcément aller chercher à tel endroit. Raphaël m'a montré lui-même, qui est assez féru de ça, il m'a montré comment c'était pas si évident par rapport au code des indications qu'il y a sur les applications. C'était pas évident que c'était à cet endroit-là qu'on pouvait manifester cette envie de faire un signalement. Et à cet égard, d'ailleurs, il y a également, vous avez dû le voir, le rapport de l'ARCOM sur la question du signalement, qui est d'un constat assez net sur le manque d'efficience de ce principe de signalement. Et puis, il y a la question des protections des mineurs qui n'est toujours pas assurée. Et là, on est en amont. On est sur de l'a priori, sur de l'ex-ante, parce que une fois que les choses sont faites, on voit que c'est pas efficace. Hein. Une fois que les mineurs ont été exposés, il vaut mieux qu'ils ne le soient pas. Et c'est parce que ça ne fonctionne toujours pas que l'autorité italienne a réouvert une enquête, parce qu'il n'y a en réalité pas d'application des mesures pour renforcer la protection des mineurs. Donc c'est reparti. Côté italien, les Italiens sont très dynamiques sur ce sujet. Ça fait partie des États les plus en pointe pour déclencher des procédures. On espère par ailleurs que le DSA réglera ce sujet.
En tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors c'est vrai que cette procédure italienne a été réouverte récemment, hein, ça date de mars, et on n'en sait pas plus, nous, c'est que choisir, pas plus que ce qui est sur la place publique, que tout un chacun peut voir. Donc voilà, j'ai pas d'informations plus précises sur l'état d'avancement de cette action des Italiens, pas même nos collègues italiens, je pense pas qu'ils aient plus de... Voilà. Bon. Donc voilà. Alors ensuite, il y avait la question finalement de l'état du droit. Est-ce que le cadre légal, il est satisfaisant, ou le corpus de règles, il est satisfaisant ou pas satisfaisant? Alors vous devez savoir que les règles sont nombreuses. On ne peut pas dire qu'on manque de règles. Mais là comme ailleurs, c'est un constat qu'on fait d'ailleurs globalement, c'est une parenthèse, sur le droit de la consommation en France. Je le dis souvent dans des colloques. On a un des plus beaux droits de la consommation en France, même s'il est largement européen, mais il y a aussi les traductions en France. Le code de la consommation, maintenant il est épais comme ça. Et un droit qui devrait être un droit du quotidien, maintenant il faut être un hyper spécialiste pour le comprendre, l'appliquer. Et le grand problème du droit, souvent, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il n'est pas appliqué, c'est problème d'efficience, d'efficacité. Bon. Donc il y a de nombreux textes, évidemment, ça reprend un peu les différents chefs de plainte que je vous ai énoncés. Il y a tout le droit de la conso pure, il y a le DSA, il y a le RGPD, mais cela génère une multitude d'autorités qui sont chacune sur leur spécialité, donc des autorités qui sont soit différentes, avec des différentes spécialités, aussi bien sur le plan national, on retrouve ce phénomène de cloisonnement de plusieurs autorités qui peuvent potentiellement intervenir, et également le fait que l'intervention puisse être sur le plan européen aussi. Il y a le plan européen, il y a le plan national, et puis une multitude d'autorités, avec des temporalités différentes. Entre une autorité qui va mettre 6 mois pour régler un sujet pour lequel on va le saisir, et puis une autre, si vous prenez la CNIL irlandaise, qui est la tête sous l'eau, qui va mettre 2 ans pour sortir une décision, alors que la CNIL française va mettre 6 mois. Bon, donc il y a... Voilà. Et donc tout ça génère un problème d'efficacité, d'effectivité. L'efficacité, elle est plus au rendez-vous. Les CPC, c'est les DG européennes. Le DSA, ça va être la Commission. Le RGPD, c'est la tête de réseau, c'est la CNIL où se trouvent les autorités, les entreprises qui ont leur siège. On sait que c'est l'autorité irlandaise. Il n'empêche que sur certains chefs de compétences, les CNIL nationales essayent quand même d'exister, et sur certains angles, quand ce n'est pas vraiment dédié à la CNIL, qui est la CNIL en ce moment irlandaise, va essayer de récupérer. C'est pour ça que la CNIL italienne joue sa partition, même la CNIL française, qui, par exemple sur les cookies, la CNIL a un champ de compétences. Et puis, vous avez aussi des autorités de concurrence. En Italie, par exemple, l'autorité de la concurrence, c'est elle qui est saisie, concurrence et consommation. Elle peut avoir cette compétence. Et puis, ne pas oublier l'ARCOM. L'ARCOM qui est, elle aussi, sur certains aspects, sur les contenus. Hein. Quand on est sur les contenus par rapport aux mineurs, ça va être l'ARCOM et pas... Donc, voilà. La législation, elle est là. Et elle va... du coup, permettre, par ce manque d'efficacité, elle va permettre évidemment que les professionnels les moins vertueux arrivent à prospérer trop longtemps dans des pratiques qui sont pas conformes aux règles applicables.
Alors, les CNIL, il y a aussi le rôle de la CEPD, la CNIL, la réunion des CNIL. Bon, c'est pas, il n'y a pas de rôle, on va dire, opérationnel de cette instance. C'est une instance de coordination technique, sur se mettre d'accord sur les terminologies, sur une certaine doctrine, mais ça n'est pas, à proprement parler, une instance ni de régulation, ni de contrôle. Si on dénonce des problèmes, des dysfonctionnements, ça n'est pas cette instance qui va pouvoir venir au secours. C'est pas une super CNIL, comme on pourrait peut-être l'appeler de nos voeux d'ailleurs, plutôt que d'avoir une CNIL référente avec la stratégie, tout le monde connaît, hein, la stratégie que tous les réseaux ont mis leur siège social en Irlande, et du coup, la pauvre petite CNIL, petite en moyen, hein, parce que j'imagine qu'elle est grande par ses membres dans sa compétence. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ça. Sur cette première partie, je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires avant de passer l'aspect du contrôle de l'âge ou des temps de... Non, ben moi, je vous propose de continuer votre exposé, puis après, nous enchaînerons par les questions-réponses. On donnera la parole d'abord à monsieur le rapporteur et puis aux collègues qui voudront s'exprimer. D'accord, très bien. Alors, je déroule. Alors, il y avait une question sur le contrôle de l'âge et le temps d'écran. Alors, quand on ouvre l'application TikTok, on la télécharge et on l'ouvre. Il y a quelques renseignements de départ qui vous sont demandés. Il y a votre nom, prénom, je pense. Je pense qu'on peut mettre un pseudo, mais ils ne vont pas les contrôler. Une adresse mail. Et puis, on met l'âge. Et en fait, tout ce qui va découler après, sur le contrôle des contenus en fonction des âges, tout découle de ça qui est le maillon faible. Vous pouvez mettre la date que vous voulez. Donc c'est tout simple. Donc soit vous êtes frangeux, vous êtes un adulte, donc du coup vous allez, s'il y a une coquetterie par rapport à l'âge, en se disant je ne veux pas voir que je suis vieux, on va se rajeunir, des choses comme ça, mais l'enjeu c'est est-ce que je suis mineur ou majeur. Et là, et pire, est-ce que j'ai moins de 13 ans ou plus de 13 ans? Parce que TikTok dit qu'il n'est pas fait pour les moins de 13 ans. Mais il suffit que je dise que j'ai 14 ans pour qu'on ne voit pas que j'ai 13 ans, etc. Donc, tout le reste est inopérant. Quand TikTok nous dit les lives ne sont possibles que si vous avez 18 ans, si le premier renseignement est faux, évidemment que ça tombe. Même chose, les plus de 16 ans, il faut avoir 16 ans pour certaines fonctionnalités, les messages directs, la monnaie virtuelle, ils disent même, alors, attendez, à partir de 16 ans, avant, non. Bon. Donc tout ça, ça tombe. Et alors, il y a quelque chose qui est très étonnant. C'est que donc, ça repose sur la responsabilité de celui qui s'inscrit, de donner le bon âge. Une responsabilité, d'ailleurs, qui ne peut pas être engagée, parce que si vous êtes mineur, a fortiori encore moins de 13 ans, la capacité juridique, hein, je ne vais pas faire du droit des mineurs, mais la capacité, il n'y a pas de responsabilité à moins de 13 ans sur le plan civil, ça, je ne suis pas engagé en réalité. Et donc à la fois, il dit ça, et puis d'un autre côté, dans ces conditions, dans ces textes, il dit que son système est capable de détecter l'âge. Donc si TikTok est capable de détecter l'âge, il le dit lui-même, il me semble qu'on devrait poser un principe de responsabilité de la part de TikTok, puisqu'il dit lui-même qu'il peut contrôler, c'est que si on le prend le doigt dans le pot de confiture, c'est-à-dire qu'il a accepté des personnes qui ont moins de 13 ans ou d'autres qui ont moins de 18 ans, nonobstant leur déclaration, il devrait être considéré comme responsable d'avoir continué à alimenter cet usager, cet utilisateur, alors qu'il sait pertinemment, nous dit-il, l'âge qu'il a. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
l'Italie a rouvert une enquête en se rendant compte que les filtres, etc., mis en avant par TikTok ne fonctionnent pas et a demandé à ce qu'on réouvre une enquête. Par rapport au temps d'écran, alors là, on se moque un petit peu du monde. Par rapport à ce qu'a mis en place TikTok, TikTok, quand on est mineur, au bout d'une heure, il y a une alerte en disant attention, ça fait 1 heure que tu es là, tu es sûr que tu veux continuer, si tu veux continuer, tu fais 1, 2, 3. Compte tenu de tout ce que j'ai dit avant, l'addiction, c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui est addict de la boisson, attention, tu en es à 2 verres, est-ce que tu veux vraiment boire le 3e? Bon. Enfin, c'est complètement surréaliste. Donc en fait, ce système ne fonctionne que pour les gens très raisonnables, qui ne sont pas addicts, autrement dit, ce n'est pas le public visé, ou bien disciplinés, des enfants qui sont très respectueux, qui ne sont pas dans la contestation de la norme, etc., ce qui est le propre des enfants quand même, de prier les interdits. Bon. Donc on voit bien que c'est une protection qui est de façade, qui est complètement illusoire. En plus, cette protection a supposé qu'elle ait quelques vertus. Dès le départ, de toute façon, elle est illusoire, parce que si je suis mineur et que je ne l'ai pas dit, je ne vais pas être repéré par l'application, puisque j'ai dit que j'étais majeur. Donc je ne vais pas avoir l'alerte. Sauf à prendre, encore une fois, TikTok a son propre jeu. Je t'ai dit que j'étais majeur, je ne le suis pas, tu sais que je ne le suis pas, tu ne m'as pas fait l'alerte, donc du coup, tu es en faute. Et il faudra un mécanisme de responsabilité et de sanction, parce que souvent, il y a un problème de l'effectivité du droit, souvent, elle vient dans la sanction qui est trop peu probable, ou quand elle est probable, elle est très peu dissuasive. Enfin, bon, ça c'est toutes les techniques des sanctions que globalement, on connaît bien en droit de la consommation. C'est un des maillons faibles du droit de la consommation. Voilà, donc nous on se dit, vous savez, on n'a pas de solution toute faite, mais on se dit à l'UFC Que Choisir que la solution, elle est peut-être très en amont, dans la régulation du temps d'accès à Internet pour les parents. Plutôt que de se dire on va réguler le temps sur TikTok, parce que après il y a des contournements. Si c'est pas TikTok, je vais aller sur un autre qui sera un peu pareil, etc. Est-ce que la solution, c'est pas de donner la main aux parents qui exercent l'autorité parentale, ça c'est contesté par personne, et qui auraient, avec les fournisseurs d'accès à Internet, etc., des possibilités faciles de dire, ben voilà, tu as un abonnement voilà, sur ton smartphone ou même sur une tablette ou un ordi, et moi je considère que tu peux y aller que de 9h du matin à 21h, et au total 1 heure ou 2 heures, ou en fonction, les parents font ce qu'ils veulent. Et du coup, voilà, ce serait une régulation beaucoup plus en amont. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit. On n'a pas expertisé, analysé toutes les solutions possibles, mais voilà. Alors, il y avait la question d'instaurer une minorité. Est-ce que c'est 13 ans, 14 ans, 15 ans? Pardon? Oui, une majorité. Oui. Une majorité Internet, une majorité d'accès qui ne serait pas les fameux 18 ans. Mais bon, très honnêtement, l'UFC Que Choisir n'a pas d'analyse sur ça. On n'a pas l'expertise. On n'a pas l'expertise. On ne va pas s'improviser expert sur les facultés cognitives des enfants, à quel âge. Je pense qu'il y a suffisamment de gens très avertis là-dessus. Nous, on suivra les recommandations, mais ce n'est pas de notre champ de compétences et d'investigation. Donc, on n'a pas expertisé le sujet. Ce n'est pas notre vocation. Et donc, par voie de conséquence, on n'a pas de positionnement. Sur la politique de confidentialité, comme je vous le disais, là je vais un peu me répéter, c'est que c'est devenu illisible
sa politique de confidentialité, mais lisible, mais pas compréhensible sur l'ampleur de la collecte. Et donc, là encore, principe de minimisation n'est pas respecté et le consentement n'est pas éclairé. Pour dire les choses clairement, par rapport à la collecte de données, le RGPD, vous connaissez bien, soit c'est une obligation légale, donc là, il n'y a pas besoin de consentement, soit c'est dans la nature du service. Si je demande à être livré d'un bien, évidemment que j'ai donné mon lieu de livraison ou mon adresse. Bon. Et puis, il y a la fameuse catégorie de l'intérêt légitime. Et là, pour TikTok, tout est d'intérêt légitime pour eux. C'est assez simple. Alors, il y a qu'un aspect pour lequel il faut le consentement express, c'est pour la publicité ciblée. Mais c'est parce qu'on les a obligés. C'est parce que la CNIL italienne a obligé TikTok à le faire. Et donc, TikTok ne s'est pas contenté de le faire en Italie. Ils se sont bien rendus compte que s'ils le faisaient qu'en Italie, de toute façon, ils auraient sur le dos l'UFC Que Choisir, et puis les Allemands, etc., tous les collègues. Donc, tout est légitime, y compris d'ailleurs le partage de données avec des tiers. Pour eux, tout ça, c'est légitime. Pas besoin de consentement express. Publicité ciblée aussi, il faut le consentement express, mais parce que ça a été une obligation de contrainte. Monsieur Bazot, si vous permettez, excusez-moi de vous interrompre, oui, mais le temps tourne. Voilà, c'est passionnant. Je vous remercie. Nous vous remercions pour cet exposé très complet. Mais si vous permettez, je vous propose de continuer par une séquence de questions-réponses. Bien sûr. Et je vais donner la parole d'abord à monsieur le rapporteur, afin que les collègues qui ont des questions à poser puissent s'exprimer. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Monsieur le Président de cet exposé préliminaire qui était extrêmement intéressant et que vous aviez pratiquement terminé au moment où la Présidente vous a interrompu, puisqu'il ne reste plus que le 4e partie en définitive, sur lequel peut-être je vais m'efforcer de poser une ou deux questions. Comme ça vous permettra d'avoir l'ensemble de ce que vous aviez, de nous dire l'ensemble de ce que vous n'aviez préparé. Mais d'ores et déjà, sur ce que vous nous avez dit, je voudrais évoquer le premier point qui est celui de la plainte de l'ensemble des associations de consommateurs et du Bureau européen. Vous nous avez dit que ces plaintes étaient actuellement suspendues, si j'ai bien compris, ou l'examen de ces plaintes est suspendu en raison de l'engagement de TikTok en juin 2022, de la prise d'un certain nombre d'engagements par TikTok en juin 2022. Ma question, c'est la suivante. Quel crédit accordez-vous à ces engagements? Vous avez commencé à nous en parler. Quels sont ceux qui, à votre avis, sont aujourd'hui réalisés? Lesquels ne sont pas réalisés? Et y a-t-il un délai pour lequel il doit être réalisé? Et s'il y a un délai, est-ce que ce délai est le même que celui de la mise en place du DSA pour l'ensemble des plateformes, qui est fixé dans les mois qui viennent? Je n'ai plus la date exacte en tête. Donc, c'est la première question que je voudrais vous poser. Oui, si vous le permettez, comme on est sur les aspects très précis de la procédure, les délais, etc., avec votre autorisation, Raphaël pourrait vous donner les précisions, ce qui suit de près techniquement et juridiquement le dossier. Pour répondre, monsieur le rapporteur, à votre interrogation, sur ces engagements, quel est le crédit potentiel à donner à des engagements de modification d'une politique de confidentialité ou de conditions générales? Ça se modifie extrêmement fréquemment et facilement. Force est de constater que s'il y a eu une modification, c'est le texte même des conditions générales. Elles sont même
extrêmement bien écrite. Il n'y a plus rien d'abusif. C'est même que, comme l'évoquait Alain Bazot, oui, c'est une petite musique. Hein, c'est une petite musique, et c'en est même pour un juriste un peu gênant parce que les conditions générales, ce sont des droits et des obligations respectifs. Pour autant, elles ont été. Il y a une nouvelle mouture. Par rapport à la politique de confidentialité, il y en a une applicable aujourd'hui, hein, une nouvelle version applicable aujourd'hui, ce matin, 7000 mots. 7000 mots. Encore une fois, toujours cette même musique hein, dans la lecture. Là, par contre, c'est totalement incompréhensible pour un usager, pour un non-technicien, un non-technicien. Au-delà du fond, notamment du volet RGPD, sur absence de minimisation, sur l'intérêt légitime beaucoup trop large et pas de consentement, c'est au-delà du fond, c'est la façon dont c'est amené, comment l'information est apportée, l'efficacité de l'information. Et même quelqu'un de 18 ans, 20 ans, 30 ans, enfin, seuls des spécialistes peuvent en prendre connaissance. La transparence sur les contrôles, donc là, ça n'a rien à changer. Rien n'a changé. L'autorité CPC s'était concentrée sur le volet consommation. Hein. C'est ça l'une des difficultés, sur le volet consommation. L'autorité CPC, les DGCCRF schématiquement, laissant la main à l'autorité irlandaise pour le volet data. Sur les pratiques commerciales pures, notamment la monnaie virtuelle. Cette monnaie virtuelle, les objets virtuels et tous les abus que l'on peut constater. Alors, il y a eu, la seule chose, c'est de dire, OK, à partir de 16, on va différencier 16 ans, 18 ans et en dessous, ce qu'il est possible de faire, d'acheter et d'utiliser. Pour autant, comme ça a été évoqué, il suffit qu'à la première phase, je donne une fausse date de naissance pour que c'est un paravent, en quelque sorte. Le sentiment, c'est beaucoup de paravent. L'impression que avant le CPC et l'intervention des autorités, il y avait une granularité, il y avait des aspérités dans les pratiques, dans les conditions générales, dans les politiques de confidentialité, et que depuis que l'autorité CPC notamment, est intervenue, c'est devenu lisse de façade. C'est vraiment ce sentiment. Quel crédit ? Je donne un exemple sur le crédit, notamment le rapport de l'ARCOM de décembre 2022 sur la lutte et la suppression des contenus illicites. TikTok a dit qu'il allait faire plus attention, notamment sur les contenus et l'intervention en amont sur les contenus. Oui, c'est très lisse, c'est propre, en quelque sorte, juridiquement. L'ARCOM nous dit, on n'a aucune donnée, on n'a aucune efficacité, on n'a aucun dialogue, on ne sait pas si c'est efficace et comment c'est réalisé. L'autorité italienne, le 21 mars, relance son enquête. Alors, sur ces éléments-là, sur vraiment cette surveillance proactivité, un petit peu plus proactive de la part de TikTok. Donc, quel crédit ? Oui, ce sont des documents que l'on peut lire et qu'on peut le télécharger sur le site de TikTok. Ce sont des documents qui ont changé. Oui, c'est factuellement. Maintenant, est-ce que les pratiques ? Non. Les questions sont toujours là. Sont toujours là. Nos interrogations en tant qu'UFC Que Choisir et notre regard par rapport au parcours utilisateur, mais aussi les autorités italiennes et françaises. Est-ce que le DSA doit changer les choses ? Et dans la temporalité, dans les délais, on l'espère, hein, clairement qu'au bout d'un moment, le DSA, et notamment dans cette surveillance ex-ante, enfin, cette surveillance proactive, oui, on espère que le DSA et le fait qu'il y ait une autorité, une entité, la Commission européenne, oui, qui va être proche hein, de TikTok, oui, qui va la surveiller, lui mettre plus de pression, parce que le DSA est attendu comme étant le point de départ d'un. C'est pas nouveau en plus ces obligations. Hein, les obligations issues du DSA ne sont pas nouvelles. Hein, elles existent déjà. Elles sont un peu plus précises, mais que ça va être un nouveau temps de régulation au-delà de l'affichage. Pardon si j'ai été un peu long. Je poursuis ma question. Ce que vous avez remarqué et que vous nous dites, c'est très clairement, pour synthétiser, un respect formel
des obligations et dans la pratique, rien n'a changé. Ce que vous avez constaté, je suppose que la Commission européenne saisie par l'ensemble des organisations le constate aussi. Est-ce qu'elle a réagi déjà? Quels sont ses moyens de réagir? Quelles sont ses possibilités? Je veux dire, est-ce que, constatant que rien n'a changé, elle peut dire nous interdisons l'application? Ou est-ce qu'elle peut... quels sont ses moyens d'agir dans la mesure où je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'elle a sans doute remarqué la même chose que vous? L'action du BEUC a débuté en 2021. Nous avons fait un rapport en février 2023 sur TikTok. On a revu tous les éléments pour voir si ça avait changé ou pas. Nous avons alerté la Commission européenne. On lui a transmis les travaux complémentaires, les analyses complémentaires. La réaction, sinon un accueil d'un nouveau rapport de leur part, l'autorité, avec une logique, il faut savoir que le règlement CPC est en cours de remise à plat, c'est-à-dire pour optimiser, améliorer et cette réunion des autorités de la DGCCRF schématiquement, et notamment sur le volet sanctions, capacité, parce que potentiellement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut menacer, elle peut déjà menacer, et on sait que le DSA va lui donner de vrais pouvoirs opérationnels, un pouvoir de sanction très fort, et à l'image du RGPD. Pourquoi le RGPD est craint potentiellement? C'est le montant de la sanction, c'est le montant exponentiel de la sanction, son existence, la taille du marteau en quelque sorte. Et pour l'instant, potentiellement, la Commission européenne aura un marteau comparable, toutes choses égales, à partir de l'entrée en vigueur pleine et entière du DSA. Mais aujourd'hui, elle est au courant, il n'y a pas eu de réaction, dans tout le cas formelle. Du DSA, est-ce qu'il y a une date précise? Parce que suivant certaines dispositions, schématiquement, mi-2023, parce qu'il y avait une entrée en vigueur au fur et à mesure, et là, la Commission européenne vient de désigner les structures qu'elle va contrôler en direct, c'était la semaine dernière, dont TikTok, et après ils vont avoir la date certaine, j'ai un trou de mémoire, ils vont avoir un délai pour mettre en place les différents schémas de dialogue, notamment dans le cadre de la surveillance des contenus, la surveillance et la suppression des contenus et ce contrôle direct de la Commission. Je pourrais, on ne vous a pas envoyé le formulaire, dans le formulaire vous mettez ces éléments complémentaires. Je voulais vous demander si l'ensemble des plaintes que vous aviez déposées à l'époque et l'évolution du dossier est public, ou en tout cas s'il n'est pas confidentiel, et si vous pouvez nous le communiquer, parce que ça nous aiderait beaucoup dans l'étude du dossier. Je voulais vous demander à quelle société vous avez affaire lorsque vous parlez de TikTok et lorsque vous déposez une plainte. Est-ce que c'est l'entreprise britannique TikTok Limited UK qui semble avoir une sorte de chapeau d'un certain nombre de pays européens, ou est-ce que c'est la société française TikTok SAS ou une autre? Pour le BEUC, dans le cadre de notre réunion, c'est la structure TikTok Limited, cette structure-là qui a été désignée, mise en cause. Pour ce qu'évoquait Alain Bazot, ce qu'on a fait il y a 15 jours, lorsqu'on a vu que sur le Google Play, c'est une information totalement fausse sur les données, là on a sollicité TikTok France. Avec une réactivité pour TikTok France, la réactivité pour TikTok Limited était moindre, c'est pour ça qu'on est allé devant la Commission européenne. Quelles sont les personnes physiques de TikTok que vous avez rencontrées? Aucune. Aucune. Ça se fait par échange de courriers, de mise en demeure ou uniquement ce type d'échange. Pas eu ni de volonté de leur part ou de proposition de leur part. L'ensemble des membres du BEUC et nous-mêmes, on est fréquentables et notre porte est ouverte pour dialoguer. Mais en l'occurrence, avec TikTok, personne.
Et vous avez dans les mails des mails qui sont signés de certain nombre de personnes. Est-ce que vous pourrez nous communiquer la liste des gens avec qui vous avez été en contact? C'est pour nous orienter lorsqu'on envisagera de dialoguer avec TikTok. Merci beaucoup. La deuxième partie de ce que vous avez envisagé, Monsieur le Président, c'est sur le contrôle de l'âge et du temps d'écran. Là encore, le DSA va mettre un calendrier et donc un certain nombre d'obligations. Le problème que soulèvent les plateformes, c'est qu'il n'y a aujourd'hui pas de mécanisme de contrôle d'âge qui soit validé par les autorités. Alors, est-ce que cela veut dire que la Commission, la mise en place du DSA ou les pays européens de façon indépendante vont laisser aux plateformes le fait de mettre en place un système de contrôle d'âge? Et il y en a d'efficaces qui sont aujourd'hui développés par des startups avec une double anonymisation qui permet, ça concerne surtout la pornographie et ce genre de choses, mais évidemment les mineurs sont particulièrement concernés. Est-ce que on va dire vous nous proposez des contrôles d'âge et on regarde si ça marche, ou est-ce que il est prévu que les autorités européennes ou en France mettent en place des exigences juridiquement validées sur ces contrôles d'âge? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais les plateformes disent on a du mal, on pourrait difficilement le faire nous-mêmes, il y a des startups qui s'en occupent. Est-ce que vous avez une idée du développement de ça? Je sais qu'il y a plusieurs startups françaises qui proposent des solutions et qui sont des solutions tout à fait possible à partir de la double anonymisation. Mais est-ce que vous savez déjà comment ça peut se régler, ce sujet? Parce que le sujet, il va venir tout de suite, dès la mi-2023, avec l'application du DSA. Raphaël, vous avez peut-être plus d'éléments que moi. À mon échelon, j'allais dire, de réflexion, de responsabilité d'une association, en schéma global, nous, on est plutôt partant que ce ne soit pas des mécanismes laissés à l'appréciation de chacune des entreprises. Parce qu'après, il va falloir porter un jugement sur la pertinence, les risques, l'effectivité, etc. Nous, on espère qu'il y ait un process harmonisé, commun, qui techniquement soit mis en place et imposé et généralisé, comme l'idée d'avoir une identification numérique, parce que évidemment on sait que c'est le problème de la donnée personnelle qui est derrière. Donc comment fabriquer un clone qui identifie l'âge sans identifier la personne? Si techniquement ce genre de choses est possible, moi j'appellerais, enfin mon organisation, même si on n'a pas pris de position formelle chez nous à l'UFC Que Choisir pour le moment, mais je sais, pour présider, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, depuis si longtemps l'UFC Que Choisir, je sais que dans notre positionnement, on va plutôt, nous, on soutiendra plutôt ce genre d'initiative et d'encadrement par les pouvoirs publics. Après, là où s'en est les différentes recherches, je ne sais pas si vous avez des précisions, Raphaël. Vous nous avez... alors, ça concerne à la fois ce que vous nous avez dit sur les conditions d'utilisation difficilement compréhensibles, y compris par un adulte qui n'a pas d'agrégation en droit. C'est un petit peu la même chose sur le problème des données. Est-ce que l'opacité sur l'utilisation des données
l'opacité, ou plutôt la difficulté de compréhension à partir du site pour l'utilisateur est le même en matière de l'utilisation des données. C'est-à-dire que on ne sait pas trop ce qui se passe et on est obligé de cocher la croix parce que de toute façon, on va aller plus loin. Et surtout, est-ce que cette opacité ou cette difficulté de compréhension que vous avez, à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, distingue TikTok des autres plateformes? Est-ce que c'est beaucoup plus difficilement compréhensible, beaucoup plus en décalage entre le formel du texte et les pratiques que les autres plateformes? Moi, je peux dire globalement que oui. TikTok se singularise par une opacité plus grande. Maintenant, plus précisément, en quoi cette opacité est plus forte, Raphaël a peut-être des éléments d'exemple plus précis de sa singularité sous cet angle-là. Pour être concret, TikTok, c'est son algorithme de proposition individuelle, enfin son algorithme, ce qui va vous proposer une vidéo, l'autre la prochaine vidéo. La singularité, la particularité, cette suropacité, quand vous avez réussi à déchiffrer d'abord ce qui prennent les informations effectivement collectées, c'est se demander, et la singularité, c'est qu'est-ce qu'ils en font. C'est vraiment ça. C'est le point d'orgue, c'est on ignore comment ces données sont utilisées pour personnaliser les contenus. Il est une chose de cibler les publicités, d'influencer les comportements. Et ça, c'est une vraie différence. L'autre différence, c'est la masse. Il y a une masse par défaut de données qui est... Mais toute chose égale, les autres réseaux ou des applications prennent aussi beaucoup de données. Mais c'est vraiment, on ne sait pas ce qu'ils en font. On ne sait pas ce qu'ils en font. Les termes, ce sont toujours les formules habituelles pour améliorer. C'est pour l'utilisateur que l'on prend tout ça et on va les utiliser pour l'utilisateur. Il y a toujours cette expression de améliorer l'expérience utilisateur, hein, qui est une phrase superbe, parce que ça ne veut rien dire. Et pour TikTok, oui, une suropacité sur la façon dont vont être combinées les données qu'il collecte, les données qu'il obtient, d'autre part, les données qu'il infère, c'est-à-dire qu'il déduit de ce qu'il prend, et comment est-ce que ça va influencer cet algorithme, cette boîte noire, en quelque sorte. Ça, c'est spécifique à TikTok. Merci beaucoup. En ce qui concerne le recueil des données et le recueil des fonctions des smartphones, est-ce que TikTok collecte beaucoup, demande l'accès par défaut, d'une part, à beaucoup plus de fonctions que les autres plateformes? Par exemple, est-ce qu'il demande l'accès à l'agenda? Est-ce qu'il demande l'accès à la géolocalisation? Un certain nombre d'autres choses qui vous paraissent pas obligatoirement nécessaires. Et est-ce qu'il est possible facilement, ou est-ce que c'est là aussi opaque, de décocher les fonctions à laquelle on demande d'accéder? Et si on les décoche, est-ce que ça dégrade l'application et que ça l'empêche de fonctionner correctement? Et que donc, dans les faits, ça oblige à la garder parce que vous ne voulez pas dégrader l'utilisation. Donc, par défaut, TikTok prend beaucoup et recoupe beaucoup d'informations. La géolocalisation, mais les carnets d'adresses, il va même recouper votre carnet d'adresses avec les utilisateurs de TikTok. Enfin, il prend et il agrège et il fait votre portrait robot. Juste sur le volet cocher-décocher, c'est de l'intérêt légitime pour TikTok. C'est-à-dire que l'une des particularités, quand vous téléchargez l'application TikTok sur votre smartphone, c'est que vous êtes surpris qu'on ne vous demande pas votre accord. Par défaut. C'est très surprenant, parce que d'habitude, dans le processus, on doit... Est-ce que vous acceptez qu'il aille dans le carnet d'adresse? Est-ce que vous acceptez la géolocalisation? Et là, je parle pour ceux qui n'ont pas Apple, d'accord? Parce que dans les iPhones, c'est un peu plus protégé, par défaut, par l'environnement Apple. Avec TikTok, vous n'acceptez
c'est surprenant, on vous demande de rien accepter, on ne vous demande pas d'accepter quoi que ce soit, sauf la publicité ciblée. Mais ça apparaît au bout de quelques heures d'utilisation. C'est pas ab initio. C'est au bout de quelques heures, au fait, est-ce que vous voulez de la publicité? Et là, vous pouvez dire non. C'est-à-dire que, pour en venir à votre interrogation, est-ce que je peux décocher? Non, c'est de l'intérêt légitime. C'est de l'intérêt légitime, et c'est là où il y a un problème de compatibilité avec le RGPD. C'est-à-dire que, alors que, en principe, c'est là, on dit privacy by design, c'est-à-dire ou by default, c'est par défaut rien, sauf si j'accepte d'eux, au fur et à mesure, avec une granularité, le fait que ce soit de l'intérêt légitime, tout est noyé. Est-ce qu'il est possible ensuite, nous avons développé l'UFC Que Choisir, un outil qui permet de voir ce que c'est de vous TikTok. On prend les données et on a développé un outil qui permet de voir. Vous n'avez pas la possibilité de désactiver. Dans l'interface, vous n'avez pas cette possibilité-là. Par rapport au site Internet, alors, pour être très bref, le site Internet, habituellement, les conditions générales sont tout le temps en bas d'un site, dans le footer du site. Eh bien, celui qui a réussi à atteindre le footer dans TikTok, excusez-moi, sur le site de TikTok, eh bien, il est tenace. Enfin, il a du courage, tout simplement parce que quand vous scrollez, vous avez des vidéos qui arrivent encore. Dans tous les cas, c'est la même politique de confidentialité, ce sont les mêmes conditions générales qui s'appliquent. C'est exactement le même texte, agréable, enfin, le même texte qui est esthétique, mais qu'esthétique, parce que ensuite totalement incompréhensible. J'espère avoir répondu aux différents éléments. Oui. Si Monsieur le rapporteur a posé toutes ces questions, je vais donner la parole à notre collègue Annick Billon. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président, Monsieur, pour les différentes réponses que vous avez pu d'ores et déjà apporter à Monsieur le rapporteur. Je reviendrai juste très rapidement sur le contrôle parental, puisque ayant fait un certain nombre de travaux pendant 6 mois sur l'industrie de la pornographie, on a effectivement vu que le non-accès des mineurs est dans la loi, l'effectivité ne l'est pas. Nous avions été proposés aux différents ministères concernés par ce texte, ces travaux, pardon, nos propositions avec notamment le dispositif de la CNIL et de la PEREN. Est-ce que vous avez un regard particulier sur ce sujet, puisque j'ai même cet après-midi même un rendez-vous avec Jean-Noël Barrot sur son ministère, sur le projet de loi qui devrait arriver très rapidement sur le numérique notamment. Donc c'était ma première question. J'avais deux autres questions rapides, si vous le permettez. Donc vous avez mis en place un outil gratuit qui permet aux internautes de découvrir quelles sont les données personnelles qui sont collectées. Je voudrais savoir, est-ce que cet outil est utilisé, par quels utilisateurs, et quelle est son efficacité en termes finalement de réaction par rapport à ces données collectées? Est-ce qu'il y a des changements de comportement suite à cette utilisation? Ensuite, vous avez lancé également une campagne hashtag je ne suis pas une data. Avant de faire des recherches sur le sujet, je n'avais pas eu connaissance de cette campagne. Donc, comment quelle visibilité est là? Est-ce qu'il y a un écho particulier, puisque c'est quelque chose d'assez récent? Je pense que vous n'avez peut-être pas forcément de retour là-dessus. Mais s'il y en a, merci de nous en faire part. Et j'ai également pu constater que avec la plateforme UFC Que Choisir, il était possible de demander une copie des données qui sont collectées. Et l'article que j'avais pu lire à ce sujet disait globalement que TikTok, Instagram, finalement, même chose. Les données collectées sont très nombreuses, puisque même Instagram, vous aviez des messages privés et reçus et envoyés qui étaient collectés. Donc, comment situez-vous sur une échelle de dangerosité les principaux réseaux sociaux et donc TikTok? Je vous remercie.
Je ne suis pas sûr aujourd'hui de pouvoir vous donner les informations. Peut-être qu'encore une fois, Raphaël, qui suit ça au quotidien, en a. Mais avant de venir, je ne pensais pas avoir des questions sur notre opération. Je ne suis pas une data. On n'a pas encore fait un point en conseil d'administration sur les... Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas en interne dans les services, mais... donc, voilà. Moi, je n'ai pas d'éléments sur le... Quand on en aura un bilan, ça, on peut vous le communiquer. Mais là, comme ça, je n'ai pas été voir dans les services, services de l'engagement, parce que c'est une campagne qu'on a menée sur le plan national, mais également avec notre réseau d'associations locales. Vous pourrez, Monsieur Bazot, nous envoyer les réponses voilà. Par écrit, il n'y a pas de souci. Plus tard. Mais quand on l'aura, parce que je ne vais pas vous l'envoyer avant qu'on l'ait fait. J'étais en train de vous dire que c'était encore sur le terrain, parce que c'est un travail de proximité avec nos associations locales. Donc, l'instant qu'elles le fassent sur le terrain et qu'elles nous remontrent... quand vous serez prêt. Voilà. Je ne sais pas quel est votre calendrier pour le rendu de votre avis, mais... voilà, et sur notre outil, pareil, si vous avez des précisions par rapport à la question sur l'utilisation de l'outil. Contrôle parental, ce n'est pas un sujet sur lequel nous avons travaillé. Donc on n'a pas suivi et on n'a pas demandé à être auditionné. Ou, comme on fait classiquement, dès qu'il y a un sujet consumériste, on regarde les textes. Si on veut se faire entendre, on demande à être auditionné, on envoie des amendements, etc. On se positionne, quoi. Mais sur le contrôle parental, c'est vrai que c'est une problématique. Je ne dis pas que ça ne nous intéresse pas, mais choisir, c'est renoncer. On est déjà sur tous les sujets de consommation. Dès qu'il y a une dimension qui est plus d'ordre familial, je veux dire, souvent l'UNAF et les associations familiales sont très sur ce sujet-là. Elles ont la compétence, l'expertise, donc on les laisse. On n'est pas sur ce sujet-là. Vous aviez un complément sur les questions, sur l'outil, sur... non ? Oui, sur l'outil, oui. Par rapport à cette campagne, je ne suis pas une data. L'idée portée par notre association, c'est de sensibilisation des utilisateurs. C'est-à-dire que la collecte de data ne doit pas être consubstantielle de l'utilisation d'Internet, du monde numérique. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on veut commencer à insuffler l'idée que ce n'est pas une fatalité, que ça ne doit pas être une fatalité, parce que savoir 360 fois par jour où je me situe, c'est ce que fait nos téléphones, sans les utiliser, et ça augmente à 400 et quelques fois, ça n'a pas d'utilité, ça n'a pas nécessairement d'utilité, mais ça n'est pas une fatalité, c'est surtout ça. Par rapport à l'audience, nous allons vous faire une note par rapport à l'audience et l'utilisation qui a été faite des outils qui ont été développés par notre association. Petite parenthèse, nous ne collectons pas de données pour des personnes qui nous visitent, donc nous avons que de très peu d'informations volontairement, parce qu'il aurait été un peu paradoxal, très paradoxal de prendre beaucoup de choses alors qu'on refuse. Nous avons développé deux outils, un outil pour montrer l'invisible, parce que quand vous demandez une copie des données, et j'en arriverai à votre dernière interrogation, c'est un fichier totalement illisible, incompréhensible, c'est un fichier technique, c'est pas intéressant. Et en gros, c'est un traducteur. Et de l'autre côté, en effet, un générateur de faciliter l'exercice des droits RGPD. Le RGPD, bon, c'est épais, c'est intéressant ou moins, ou pas intéressant, mais c'est de dire aussi aux consommateurs, aux utilisateurs, à tous, qu'il y a des petits trucs dans le RGPD qui sont facilement mobilisables, sans avoir à le lire. Et en 3 clics, on peut générer une demande. Et on propose même de suivre le bon traitement de la demande par le professionnel, pour avoir aussi cette visibilité-là. Parce qu'il est bien de faire la demande, il est mieux qu'on vous y réponde. Enfin, et on veut... donc ce sera dans la note que l'on vous établira. Dernière interrogation était relative à une échelle. C'est ça, une échelle... ça peut être complexe pour ne pas faire... on pourrait vous dire que connaissant 360 fois par jour votre position, et plus si vous bougez, connaissant votre vitesse, on sait votre altitude, à quelle où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez vu, la fréquence chez le médecin, dans un restaurant.
Est-ce que c'est dangereux? Pour celui qui a accès aux données, on peut savoir où vous travaillez, où vous habitez. Pourquoi? Parce que c'est là où, tout simplement, votre téléphone va le plus pluguer. On connaît toutes vos habitudes. Enfin, les grands acteurs connaissent toutes les habitudes. Est-ce que c'est dangereux? On évoque les réseaux sociaux, on pourrait parler de toutes les applications. Et pas simplement les réseaux sociaux. Une étude d'Oxford nous dit que sur 1 million, ils ont décortiqué 1 million d'applications, on demande le consentement que dans 3% des cas à la collecte des données personnelles. Et il y a plus de trackers dans les applications dédiées aux enfants que dans les applications dédiées aux adultes. Et quand vous fermez une application, elle continue à vous traquer. C'est-à-dire que le tracking, c'est inter-app aussi. Donc, est-ce qu'il s'agit de dire que c'est dangereux ou pas? L'objectif, c'est de faire comprendre, à notre sens, à l'utilisateur que ce n'est pas une fatalité. Que ce n'est pas une fatalité et qu'il a la possibilité de se faire oublier. C'est plutôt que d'aller paramétrer toutes les applications, tout son téléphone. Donc, c'est compliqué de dire que c'est dangereux et d'être anxiogène, potentiellement. Et de se dire, bon, je l'utilise quand même, le téléphone. Ici, c'est de dire, vous êtes un acteur. Chacun d'entre nous, on peut être un acteur sans perdre d'expérience utilisateur, sans dégrader l'usage qui peut être fait de des applications, des sites Internet. Mais on vous adresse une note plus complète. Je voulais quand même répondre à la question, enfin répondre sans répondre. À l'échelle, finalement, noter la dangerosité des différents... Bon. Vous savez, mettre une note, c'est une lourde responsabilité. Vous nous avez posé la question sans doute parce que vous savez qu'on a l'habitude de le faire. À Que Choisir, on met des notes, on fait des tests, et puis on met 14 sur 20 à tel smartphone ou à tel produit. Donc c'est vrai que c'est dans notre cœur de métier de noter pour donner une information au consommateur. Des fois, c'est des étoiles, 1, 2, 3 étoiles. Bon. Mais c'est une grande responsabilité parce que il est un fait que quand on met des notes, l'UFC Que Choisir, on a quand même une certaine notoriété. Et quand on met une mauvaise note à un produit, ce produit, il a tendance à être quand même plutôt délaissé par le marché. Et à l'inverse, quand on note bien un produit, il y a un engouement et on nous reproche qu'on ne le trouve pas parce que les gens se précipitent, ils l'achètent et donc il y a une pénurie. Alors, je ne vais pas nous faire plus important qu'on est, parce qu'on n'a pas forcément cette même audience et cette même capacité d'influence sur les réseaux sociaux, parce qu'on est une association qui avons encore à faire notre place de visibilité dans l'univers numérique. D'ailleurs, on s'en rend compte avec notre opération « Je ne suis pas une data ». Le bilan sera sans doute pas... Je ne vais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais sera sans doute pas à la hauteur de nos ambitions, parce qu'être visible dans l'univers numérique, autant historiquement l'UFC Que Choisir a fait sa place dans l'univers physique, comme étant un peu l'AFP de la consommation, dans l'univers numérique, qui est multiplié par 100, 1000, etc., et être identifié comme étant la vigie, l'autorité de référence pour un certain nombre de choses, on a encore des marges de progression. Mais malgré ça, là, aujourd'hui, vous voyez, ce ne serait pas responsable de ma part d'improviser un classement et de mettre des notes. Chaque fois qu'on le fait, on le fait sur une base... Il faut qu'on définisse un protocole, savoir sur la base de quoi on met la note, comment on paramètre les différents critères pour arriver à une certaine note. Bon, vous voyez, donc voilà. C'est peut-être décevant que je vous dise, voilà, le pire du pire, c'est TikTok, même si on l'a dit dans l'audition, c'est quand même assez gratiné, globalement, les reproches à TikTok. Mais de là à dire que lui, il a 2 sur 20 et puis que Instagram, lui, a 6 ou 7, vous voyez, bon, c'est une difficulté pour nous, pour être tout à fait franc. Et c'est la base de notre crédibilité, c'est l'expertise avant de donner une note.
Pour conclure, peut-être, je vais donner la parole au rapporteur pour une dernière question, avant de conclure. Pardon. En fait, deux petites dernières questions qui vont vous permettre d'aborder le quatrième volet que vous n'avez pas pu aborder tout à l'heure. La première, c'est le problème vous avez fait allusion au problème de la monnaie virtuelle sur TikTok, et notamment de la monétisation des lives. Est-ce que cela conduit à des arnaques? Et est-ce que TikTok, quels moyens se donne TikTok pour les parer, pour y faire face? Est-ce que ces moyens sont suivis de succès? Et deuxièmement, deuxième problème de contenu dangereux, la multiplication des challenges qui ont défrayé un peu la chronique ces derniers temps, notamment sur les pincements faciaux, etc. Et d'autres. Est-ce qu'il y a une multiplication de ces contenus dangereux, et est-ce qu'il y a plus de ces contenus dangereux, de ces défis, etc., sur TikTok que sur les autres applications, que sur les autres plateformes? Bon, évidemment, Raphaël pourra compléter, mais sur l'explosion des challenges, je vous avouerai qu'on n'a pas mis en place un dispositif de surveillance pour voir quelle est la tendance. Bon. Encore une fois, il ne faut pas oublier que l'UFC Que Choisir est la première organisation de consommateurs de France, mais en reste une petite organisation. Vous savez, le service juridique de l'UFC Que Choisir, souvent de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une armada de juristes. Combien vous êtes dans votre service? 5. 5 juristes pour couvrir ce champ-là. Mais vous imaginez, il n'y a pas que celui-là. Hein. Il y a enfin, tout le secteur du logement, du transport, de l'alimentation, de la banque, de FAI. Enfin bon, c'est rien qu'énorme. Bon. Donc tout ça pour vous dire que voilà, on n'a pas mis en place. Des fois, on le fait ponctuellement. On le fait ponctuellement. Un observatoire des arnaques, des fraudes sur un secteur, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. Et avant de débouler, si je puis dire, soit en termes d'alerte de l'opinion publique, soit dans la revue, soit devant les tribunaux, on constitue le dossier. Donc là, je parle sous le contrôle de Raphaël, mais on n'a pas d'indicateur, même si on sait que c'est amplifié chez TikTok, pour des raisons qu'on connaît, la logique de viralité, les vues qui sont les plus vues, elles sont promues, donc il y a un effet boule de neige d'accélération, d'amplification de la diffusion de ces fameux challenges. Mais ça parce que c'est structurel au modèle TikTok, hein, dès que les enfants se mettent à... Enfin, des enfants, oui... Et donc, comme ça commence à faire le buzz, par ce système que on va vous le mettre d'office, hein, pour vous distraire, voilà, il y a un effet amplificateur. Mais on l'a pas chiffré, voilà. La tendance du coup de TikTok, c'est de renvoyer à la responsabilité des parents et de se défausser de sa responsabilité. Il y avait l'autre question qui était sur la monnaie virtuelle, c'est ça? Vous avez des éléments sur la monnaie virtuelle, sur les arnaques, la nature des arnaques? Par rapport à cette monnaie virtuelle et notamment les lives. Les lives qui, spécificité aussi, ça existe sur les autres, mais c'est une belle spécificité aussi, singularité de TikTok. Alors, des arnaques, oui, malheureusement, pas de la monnaie, mais c'est cadeaux virtuels. Enfin, en gros, les emojis, avant leur transformation en diamant, pour ensuite être retransformés en argent, pour être très schématique dans la chaîne. Alors, des arnaques, parce que notamment certains vont abuser de leur notoriété, de leur influence, enfin abuser, vont utiliser leur influence pour promettre, par exemple, une vidéo où je vais promouvoir le compte de, si jamais, à celui qui me donne le plus d'emojis, à celui qui va c'est la rémunération, enfin, qui va me donner de l'argent, parce qu'in fine, ça reste de l'argent. L'arnaque la plus répandue en ce moment, c'est l'échange de pièces gratuites. Enfin, il y a plein de...
ça naît et ça disparaît rapidement. Les arnaques, tant que c'est rentable, très schématiquement, tant que c'est rentable et pas trop visible, c'est en cours, et puis ensuite ça disparaît pour renaître quelques temps après. Bon, l'arnaque des pièces gratuites, je démarre un live, je promets d'envoyer des pièces gratuitement sur le compte du donateur en échange d'un cadeau. Et en gros, si Alain Bazot me donne une pièce pendant mon live ou des cadeaux, je vais lui en donner également, échange de cadeaux. Bien entendu, j'ai une influence et une communauté plus importante. Plus importante, et les utilisateurs, notamment du fait de leur jeunesse, n'ont pas les filtres cognitifs, enfin, simplement n'ont pas la distance par rapport à la fausse promesse et peut-être le caractère grossier de l'arnaque. Oui, parce que tout est fait pour ne pas s'en rendre compte. Donc oui, l'arnaque des pièces gratuites, ça, surtout sur les lives, sur comment est-ce qu'un influenceur au sens premier, c'est un influenceur où il y a une telle adhésion de la communauté à une personne, enfin, à une personne qui fait des vidéos, mais une adhésion très très forte, où je promets beaucoup de choses en contrepartie de pièces. On peut faire des lives d'astrologie à celui qui me donne le plus de pièces, donc donner, et celui qui arrive au... Donc oui, c'est devenu une gangrène, c'est devenu des pratiques qui sont identifiées et qui s'éteignent, mais qui renaissent un peu différemment. Qu'a fait TikTok? Alors TikTok, il y a plusieurs mesures qui existent. Dans l'un des documents contractuels, va limiter le nombre de cadeaux virtuels qu'un utilisateur peut acheter ou recevoir, en gros pas plus d'eux, va interdire la revente en dehors de l'application. Ça c'est pas. Et les règles de la communauté, il y a un petit peu plus de texte, un peu plus de pages dans les règles de la communauté par rapport à ce point-là. Et TikTok dit sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à ces pratiques. Ça c'est encore une fois de ce qu'on peut lire dans les règles. Dans les règles. La question centrale qui se pose, c'est, à notre sens, tant que les cadeaux virtuels peuvent être transformés en diamants, qui peuvent être transformés en euros, tant qu'à la fin, l'argent qui est dépensé par le primo, un utilisateur peut être transformé à la fin de la chaîne en argent, ce type de pratiques existeront toujours. Même si on va limiter éventuellement en nombre ou en volume ce type de cadeau. La question, et l'une des pistes qui pourrait être envisagée, c'est simplement vous avez une collection de diamants, point, virtuel, et non pas la possibilité de pouvoir le retransformer en dollars, en dollars ou en euros. Pardon. Il y a les deux dans les règles de la communauté. Avec un taux de conversion qui peut bouger. Ah oui. Au moment où on vous dit un cadeau vaut 100, puis au moment de le traduire économiquement, il vaut plus que 50. Là, il y a de l'arnaque, parce qu'il y a une promesse qui n'est pas au rendez-vous. Bien, nous arrivons au terme de cette audition très dense. Monsieur Bazot et Monsieur Bartholomé, nous vous remercions pour le temps que vous nous avez consacré. Et nous souhaitons une bonne après-midi. Merci à vous. On vous adresse le questionnaire complet.